Bonjour et bienvenue dans ce troisième module. Nous verrons ensemble comment j'ai optimisé la diffusion de ma veille, notamment en automatisant l'élaboration de mes newsletters, l'utilisation de la data visualisation, mais aussi comment j'ai initié une démarche collaborative au service de la veille. Commençons avec l'élaboration de mes newsletters, celle-ci constituant un livrable de veille. C'est le résultat de l'analyse et du traitement de l'information que j'ai réalisé. Elles doivent être en phase avec les besoins exprimés par mes utilisateurs, mais aussi agréables à lire, consultables sur n'importe quel appareil, on parle de responsive, et diffusées en fonction de la périodicité définie. Il existe de nombreux outils gratuits qui permettent d'élaborer en ligne des newsletters, responsive avec des templates prêts à l'emploi. Ici, un exemple avec Mailchimp, à partir duquel on peut générer ces newsletters, mais aussi gérer la liste des utilisateurs. On peut également partager le contenu sur les médias sociaux. On peut aller plus loin dans l'automatisation à partir de plateformes professionnelles. En effet, sur ce type de plateforme, il est possible de composer facilement des livrables de veille. Par exemple, des newsletters thématiques. À partir de la plateforme, le veilleur peut sélectionner les articles déjà validés qu'il souhaite diffuser. Il peut ensuite organiser sa newsletter en fonction des thématiques. En quelques clics, il est prêt à envoyer sa newsletter déjà préformatée dans un gabarit prédéfini. Pour rendre les contenus plus agréables à lire ou plus parlants, les infographies sont très appréciées de mes utilisateurs. Elles permettent d'illustrer des chiffres ou des constats de façon moins rébarbative. Ici, un exemple avec Canva, mais il existe de très nombreux outils comme Infogrames, Piktochart, Easily. Pour aller plus loin et tirer parti de la représentation graphique de nombreuses données, la data visualisation permet elle aussi de présenter des résultats de veille de façon géographique, quantitative ou qualitative. La manipulation par facettes donne des possibilités infinies. Elles sont elles aussi très appréciées de mes utilisateurs, pour des analyses plus scientifiques par exemple. En voici une illustration avec la solution KB-Crawl. Résultats géographiques, résultats quantitatifs, résultats qualitatifs. Sur le partage et la diffusion de l'information, il est important de rappeler quelques principes liés au droit d'auteur. Voyons ce qu'en dit Benoît Kerjean, directeur juridique du Centre français d'exploitation du droit de copie. Cette question est primordiale et va dépendre de ce que Marlène s'apprête à diffuser et sous quelle forme. Quand on parle de diffusion d'informations en matière de veille web, il s'agit généralement de transmettre soit les contenus directement par l'intermédiaire de fichiers, ou plus simplement des analyses et hyperliens qui renvoient vers les sites où ces contenus sont diffusés. Comme on l'a vu lors de la collecte d'informations, la diffusion de ces contenus relève du droit d'auteur quand il s'agit d'œuvres protégées, comme des extraits de livres, des articles de presse, des programmes audiovisuels, sonores, etc. Afin de respecter la loi et pour que l'association pour laquelle Marlène travaille ne soit pas en situation de contrefaçon, il est essentiel, avant toute diffusion de contenu, qu'elle obtienne une autorisation préalable auprès des auteurs, éditeurs ou de leurs ayants droit, même si ces contenus lui sont fournis par une société de veille extérieure. Le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie, est l'organisme qui gère collectivement les droits de copie papier et numérique des œuvres pour le compte des auteurs et des éditeurs. À ce titre, il consentira des licences collectives qui sont des contrats autorisant l'association de Marlène à réaliser chacune des étapes de sa veille web jusqu'à la diffusion. Si Marlène réalise elle-même sa veille web pour en diffuser directement les contenus sous forme de panoramas, de bases documentaires, de fichiers ponctuels, pour une diffusion numérique, par mail, fichier partagé, ou diffusion papier, photocopie, impression, elle devra alors signer un contrat de veille web ainsi qu'un contrat relatif à la diffusion choisie. Si Marlène a recours à un prestataire extérieur pour réaliser son activité de veille web, elle devra s'assurer que ce prestataire détient bien les autorisations nécessaires à cette activité, mais son association devra également signer un contrat pour la rediffusion de ces contenus en interne. Attention néanmoins, pour la mise en ligne de ces contenus sur Internet, c'est-à-dire en dehors du réseau informatique de l'association pour laquelle travaille Marlène, il faudra obtenir une autorisation
spécifiquement auprès des auteurs ou des éditeurs des contenus collectés. Pour conclure, Marlène a donc le droit de diffuser les contenus acquis licitement, si pour cela elle dispose bien des autorisations qui permettent de respecter les droits de leurs créateurs. Merci Benoît pour cet éclairage. Voyons maintenant comment j'ai initié une démarche collaborative dans mon activité de veille. Souvenez-vous qu'une démarche collaborative ne se décrète pas. Elle doit faire l'objet d'un projet à part entière, demandant du temps, de l'énergie, une équipe projet volontaire et des outils appropriés. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux freins qu'il faudra identifier et accompagner pour mettre en place votre projet collaboratif. Les freins les plus répandus sont l'impression qu'on me demande de faire du travail en plus. Je n'aime pas partager mes informations et ma production. Voici comment j'ai initié ma démarche. J'ai préparé un rapport présentant les points clés et les bénéfices que pourrait apporter notre veille avec une approche collaborative. J'y ai consigné les pratiques actuelles dans le cycle de veille et comment elles pourraient être améliorées et augmentées grâce à de bonnes pratiques. J'ai également mis en avant les freins potentiels et les arguments pour les contrer. J'ai proposé des profils volontaires identifiés pour l'équipe projet. Pour finir, j'ai traduit en partie ces améliorations en fonctionnalités pour imaginer les outils dont nous aurions besoin. Ce rapport a été présenté à ma hiérarchie pour validation du projet. Avec un accord officiel, je m'assure d'un sponsor fort pour le lancer. Ne négligez jamais la force que peut apporter un sponsor. Nous avons défini ensemble une planification et des points d'étape pour suivre son évolution avec des objectifs cohérents et atteignables. Une partie importante du projet a été de définir le rôle de chacun, et l'un des plus importants est le rôle d'animateur. Je l'ai endossé car j'ai une petite expérience dans la communication et une appétence pour ce sujet. Nous avons ensuite embarqué des collaborateurs dans une communauté de pratique qui partagera nos recherches. Enfin, nous avons identifié 2 experts, une collaboratrice chercheuse interne et un adhérent particulièrement actif de l'association. Ils joueront un rôle de contributeurs occasionnels, mais aussi d'interlocuteurs pour valider certaines de nos analyses. En tant qu'animatrice, je suis là pour faciliter et fluidifier les échanges. Mon rôle est aussi d'aider la communauté à s'organiser pour bien gérer l'information et leur publication et lancer des débats. Bref, je suis là pour faire vivre le réseau. La communauté a des objectifs simples et nous faisons des points réguliers. Nous sollicitons les experts sur des sujets particuliers. Sans animateur, un réseau a un taux de survie proche de 0. Stéphanie nous donne quelques conseils sur la démarche collaborative en situation de veille. Votre travail autour de votre projet de veille sera d'autant plus efficace que vous aurez su fédérer autour de celui-ci. Dans un premier temps, vous allez pouvoir motiver tous les acteurs qui seront dans ce projet, que ce soit les veilleurs comme les utilisateurs finaux. Vous allez pouvoir mettre en place des actions de communication à chaque fois que vous allez, par exemple, installer des nouvelles fonctionnalités sur votre plateforme. Vous allez pouvoir communiquer sur ces fonctionnalités, que ce soit sur l'intranet ou autour de vous. L'important, ça va être de faire vivre votre veille dans l'entreprise, que les collaborateurs sachent que votre projet existe, qu'ils puissent par exemple faire appel à vous, mais également, pourquoi pas, participer à la veille. La veille collaborative est également très importante, voire indispensable pour le succès de votre projet. Alors n'hésitez pas à organiser des moments de convivialité avec les différents acteurs de la veille, que ce soit les veilleurs, mais également des experts métiers qui pourront éventuellement vous aider à alimenter votre veille, grâce notamment à des modules d'espace collaboratifs qui sont présents sur certaines plateformes de veille. Je dirais qu'un troisième facteur clé de succès pour votre projet de veille serait la curiosité. C'est très important pour un veilleur de ne pas se cantonner à ses périmètres de veille habituels, mais vraiment d'aller chercher l'information qui peut être disruptive, donc vraiment pas se cantonner à ses plans de collecte habituels. En résumé, sachez communiquer, sachez collaborer et soyez curieux. Merci Stéphanie. Souvenez-vous toujours que les outils sont au service de besoins et non l'inverse. Le choix des outils ou leur paramétrage se fera donc toujours en fonction des attendus du projet. C'est un bon moment pour revisiter les outils existants et évaluer comment ils peuvent être utilisés sous l'angle collaboratif pour éviter d'ajouter des couches logicielles. On démotive rapidement une communauté en apportant trop de nouveautés et d'outils différents. Nous avons vu dans le premier module qu'il existe des services de partage, d'URL ou de services permettant de créer des espaces thématiques. Il existe également des outils dédiés sous forme de réseaux sociaux d'entreprise.
Il est ainsi possible de créer des bases de connaissances pour partager, commenter, planifier. C'est un espace à part dans lequel on peut inviter ponctuellement des contributeurs. C'est au final très flexible et complémentaire aux outils de veille. Voyons ensemble l'espace collaboratif que j'ai créé avec Jalios. Dans cet outil, il est possible de créer plusieurs espaces collaboratifs. J'ai choisi d'en créer deux. Le premier permettra à notre communauté d'échanger autour de notre thème de veille principale. Et le deuxième aura une fonction de recherche et de prospective. Il permettra également de travailler en mode projet. Chaque espace offre des fonctionnalités collaboratives qui seront utilisées en fonction des objectifs de la communauté. Par exemple, la possibilité de faire du micro-blogging. Un calendrier partagé, très pratique pour programmer et suivre nos tâches communes. La possibilité d'ouvrir des conversations pour poser une question ou proposer une idée. La communauté peut interagir pour répondre, compléter, valider. Les documents et les médias sont également accessibles sous forme de bibliothèque. Un wiki nous permet de créer une base de connaissances sur des informations validées autour de notre thème de veille. Pour terminer, dans notre espace orienté projet, on peut gérer tous nos projets de façon simple et collaborative. L'avantage de cette plateforme est que j'ai toutes les activités de nos deux espaces au même endroit et je peux voir les actualités récentes sur la page d'accueil. Écoutons maintenant Jérôme qui nous rappelle quelques points clés à ne pas négliger lorsque l'on met en place une démarche collaborative dans la veille. Quand on parle de veille collaborative, il faut bien voir que le veilleur a pu ces derniers temps s'enfermer dans une relation tête-à-tête avec son écran. Parce que la force des outils de veille est tellement importante qu'on est happé en quelque sorte par la chose. Mais la veille, c'est bien évidemment quelque chose qui est par définition collectif. On sait très bien que l'intelligence est collective. L'intelligence n'est pas individuelle. 3 conseils. Le premier, c'est qu'il faut intégrer du collectif dans toutes ses phases. Et les phases de la veille, c'est quoi? C'est l'analyse. Donc quand on fait l'analyse des besoins, il faut rencontrer un maximum de personnes. Deuxièmement, c'est dans la collecte. Et donc il faut mobiliser le réseau humain, interne et externe. Enfin, dans l'analyse des résultats, là encore, on va s'appuyer sur un réseau de spécialistes, sur des experts. Et enfin, bien évidemment, dans la diffusion. Deuxième conseil, il faut bien détecter les freins. Il y a 3 types de freins. Le premier frein, c'est un frein organisationnel. Pourquoi? Parce qu'une entreprise fonctionne en silo. Et nous, en mettant de la veille collaborative, on va quelque part casser un petit peu les silos. Donc il faut bien percevoir les réticences que le management peut avoir. Deuxième type de frein, c'est un frein cognitif. Ben oui, l'information, c'est le pouvoir. Pourquoi je le partagerai? Et donc il faut savoir montrer que le partage crée plus de valeur que la rétention. Et enfin, frein au niveau des outils. Parce que grosso modo, si je caricature, les outils de veille stricto sensu sont moins forts en collaboratif et les outils collaboratifs, comme les réseaux sociaux d'entreprise, sont moins forts en veille. Troisième chose, il faut un bon animateur du réseau de veille. Bien évidemment, quelqu'un qui sache gérer un réseau interne et un réseau externe. Quelqu'un qui ait aussi des notions de sociologie et de psychologie, pas un diplôme, hein, mais des notions, c'est important. Et en même temps, bien sûr, quelqu'un qui sache très bien communiquer en interne. Et ça permettra de mettre en place une veille collaborative, ce qui est le principe même de la veille en réalité. Merci Jérôme et merci d'avoir suivi ce dernier module. J'espère que ce MOOC vous aura apporté de bonnes bases pour mettre en place votre propre veille ou pour améliorer vos pratiques. N'oubliez pas de faire le quiz pour tester vos connaissances. À bientôt!